Super. Je crois que nous sommes sur le point de commencer, donc si tout le monde pouvait prendre place, ce serait génial. Fantastique. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le public spécialement sélectionné pour assister en direct à cette conversation vitale. En général, nous nous adressons à un cercle plus restreint qui nous tient à cœur et qui, selon nous, pourrait tirer profit de cette sensibilisation. Je tiens aussi à saluer les plus de 450 personnes en ligne. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Nous sommes ravis. Nous avons doublé notre audience pour ce deuxième épisode de Conversation vitale, ce qui veut dire qu'on en parle. Et c'est exactement pourquoi nous avons conçu Conversation vitale. À l'association, notre mission est de fournir des informations fondées sur des preuves pour que les femmes soient informées sur leur santé et puissent vivre chaque étape en toute connaissance de cause et défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, la conversation s'intitule Au-delà du cycle, la santé hormonale tout au long de la vie, de la menstruation à la ménopause et au-delà. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. J'ai une fille de 15 ans et j'ai moi-même traversé toutes ces étapes dans mon parcours de santé. Je crois vraiment que l'association joue un rôle essentiel en offrant cette éducation aux femmes dès l'âge de 9 ans. Et vous savez, c'est à cet âge que les femmes ont leurs premières règles aujourd'hui, de plus en plus jeunes. Et nous trouvons qu'il est vraiment important que ces jeunes femmes en sachent plus sur leur corps, plus que nous n'en savions, qu'elles en sachent plus sur ce qui les attend pour qu'elles puissent défendre leurs intérêts et comprendre. La santé des femmes est vitale pour les familles, les communautés et l'avenir de notre pays. Ces conversations sont vitales parce que quand nous réunissons les données scientifiques et les expériences, nous passons de la prise de conscience à l'action. Cette série vise à favoriser les échanges, le partage, l'accès à de nouvelles informations fondées sur les données et la collaboration. Conversation vitale sert à mettre en avant des données scientifiques pour fournir aux femmes les informations dont elles ont besoin pour favoriser des progrès systémiques. Nous sommes fiers de cet épisode en particulier car il reflète la réalité des filles et des femmes tout au long de leur vie. L'apparition précoce des règles et de plus en plus de données établissent un lien entre de nombreuses pathologies et il est crucial plus que jamais que les femmes de tous âges soient conscientes de ce qui se passe dans leur corps pour défendre leurs intérêts et poser les bonnes questions. Nous sommes très fiers de mener cette initiative aux côtés de partenaires qui partagent notre vision. Merci à notre partenaire principal Vichy qui fera partie de notre panel aujourd'hui et pour son leadership et son engagement à soutenir les femmes tout au long de leur parcours et pour nous avoir aidés dans cet événement. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires de soutien, Organon et Hologic, ainsi qu'envers notre partenaire média, Healthing, pour nous avoir permis de tenir cette discussion essentielle. Ensemble, ces partenariats rendent cette série possible et, de façon plus importante encore, montrent qu'il est possible de réaliser lorsque les entreprises, la recherche et le secteur à but non lucratif travaillent ensemble. J'aimerais aussi remercier nos panélistes, nos intervenantes qui ont généreusement donné de leur temps et pour partager leur expertise. Nous vous en dirons plus à leur sujet dans un instant. Merci pour votre leadership, pour tout ce que vous faites en faveur de la santé des femmes. Sur ce, j'ai le plaisir de commencer notre programme en vous présentant une courte vidéo qui rend hommage à la terre sur laquelle nous vivons, mettant en avant des voix de tout le pays, honorant les terres et les communautés où nous vivons et travaillons ensemble. Salutations et bienvenue à tous. En tant que matriarche et aînée des Salish de la Côte, j'aimerais souhaiter la bienvenue. Nous sommes ici, dans les matotémiques du parc Stanley, au cœur des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous vous souhaitons la bienvenue à chacune d'entre vous à travers ce pays qu'on appelle le Canada. Salutations, je m'appelle Sky Deer, le clan du loup de Ganawake. Nous sommes situés juste à l'extérieur de Montréal.
et nous reconnaissons Montréal comme territoire traditionnel non cédé, lieu de rassemblement de nombreuses nations. Je m'appelle Precious Words et je viens de la terre où la perdrix tambourine. Mon clan est une famille de bécassines. J'aimerais demander à tout le monde de réfléchir d'où ils viennent. Bonjour, je m'appelle Tibeta Campbell. Je suis membre enregistré de la Première Nation de Piapo qui se trouve sur les territoires traditionnels du traité numéro 4. Nous sommes réussis aujourd'hui sur la terre natale. Il s'agit des terres traditionnelles des Cris des Saulteaux, des Pieds Noirs, des Sioux Nakota et des Métis, d'un endroit où de nombreuses autres nations et peuples autochtones ont également élu domicile. Je m'appelle Debbie Eisen. Je travaille au Centre d'amitié autochtone à Halifax. Il s'agit du territoire du peuple Micmac et en 1725, les Micmacs ont signé un traité de paix avec les colons. Cela dit, aucune terre n'a été cédée, mais les Micmacs aideraient les colons à s'habituer à la terre. Une reconnaissance de la terre est le reflet de votre cœur et de votre esprit, le reflet de votre âme et cet endroit d'où vous venez. L'argile est la terre dont vous êtes fait. La terre n'est pas seulement le sol sous nos pieds, c'est une source de santé et de bien-être. Notre bien-être physique, émotionnel, spirituel et communautaire est inséparable de la terre, de l'eau et de toutes nos relations. Lorsque la terre est entretenue, les gens et les communautés prospèrent. Lorsqu'elle est affectée, notre santé collective l'est aussi. Pour cette raison, une reconnaissance territoriale n'est pas seulement routinière et prononcée uniquement par obligation, sinon elle devient symbolique plutôt que significative. Il faut nous rappeler nos responsabilités, les gardiens d'origine, faire respecter les droits issus des traités par le biais de nos recherches, de nos programmes, de manière à préserver la terre et les gens. Nous avons beaucoup de gratitude pour tous les éléments, ce que nous avons besoin pour subvenir à nos besoins, de nous-mêmes, les médicaments. Tout pousse ici, dans le monde naturel. C'est important pour nous d'en être conscients et d'être reconnaissants. Comprendre ce que la Terre-Mère nous apporte est très important pour nous, car sans elle, qui nous a fourni la durabilité des médicaments, en étant capable de cultiver des légumes, en nous fournissant l'eau pour nous soutenir, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont enracinés dans leurs relations entre eux et avec la Terre. C'est ainsi que nous reconnaissons la terre d'où nous venons et ces êtres sacrés qui existaient sur la terre dans de grandes civilisations avant notre arrivée. Comme nous progressons, la santé des femmes et des enfants, puissions-nous assumer ces responsabilités afin d'honorer les terres sur lesquelles nous nous trouvons pour marcher avec les peuples autochtones et que nos efforts contribuent à un avenir d'équité, de respect et de bien-être collectif. Merci à toutes les belles personnes qui travaillent partout au pays, qui élèvent et amplifient les voix des femmes partout au pays d'une manière si bonne et respectueuse. Nous voulons partager, honorer et remercier toutes les personnes qui s'engagent. Merci d'avoir regardé notre reconnaissance de la Terre. C'était très important pour nous à l'Association car nous représentons un collectif d'instituts et de fondations de santé à travers le pays. C'est essentiel de représenter chaque territoire et la voix qui l'accompagne et rendre hommage aux domaines et aux secteurs dans lesquels nous travaillons pour montrer comment nous redonnons. Sans plus attendre, je vais vous présenter notre panel. Mesdames, veuillez monter sur scène et je vais lire vos biographies pour que tout le monde comprenne votre parcours. Je commencerai donc par Ziba Khan. Ziba est doctorante à l'Institut de recherche sur la santé des femmes à l'Université de Colombie-Britannique, où elle étudie les douleurs menstruelles chez les adolescentes, l'accès aux soins de santé menstruelle et l'équité menstruelle. Ses travaux explorent la manière dont les jeunes comprennent leurs symptômes et font face aux lacunes des soins de santé reproductive.
Ziba est aussi fondatrice et directrice de Free Periods Canada. Elle apporte un éclairage à la fois académique et communautaire sur la façon dont les douleurs menstruelles sont interprétées, validées ou ignorées et sur ce que cela veut dire pour l'intervention précoce et la santé à long terme. Ensuite, Dr. Stella Descalopou, c'est la professeure de médecine à la Fondation du Centre de santé de l'Université McGill, directrice de l'unité de santé vasculaire et co-responsable du programme de l'unité de santé cardiovasculaire au Centre de santé de l'Université McGill. Ses recherches portent sur les marqueurs précoces de l'atteinte vasculaire et de l'arthrose. Je la laisserai vous expliquer ce terme plus tard. Maladie. Elle s'intéresse particulièrement à la manière dont les schémas biologiques et hormonaux tout au long de la vie influencent le risque cardiovasculaire chez les femmes. Ensuite, Dr. Alex Koshkina. Elle est endocrinologue au Women's College Hospital ici à Toronto et professeure adjointe à la division d'endocrinologie et de métabolisme de l'Université de Toronto. Son travail clinique porte sur la santé des femmes, notamment les troubles endocriniens, la grossesse, le syndrome des ovaires polykystiques, l'insuffisance ovarienne primaire et la ménopause. Elle apporte une perspective systémique sur la régulation hormonale tout au long des étapes de la vie et s'efforce de combler les lacunes persistantes dans la formation médicale en matière de santé des femmes. Dr. Megan Pike. Thank you, Megan. Elle est responsable du programme sur les tumeurs solides à la Fondation de santé WK à Halifax et professeure adjointe en hématologie et oncologie pédiatrique à l'Université d'Alousie. Son travail porte sur les saignements menstruels abondants chez les adolescentes, les résultats rapportés par les patientes, la préservation de la fertilité et les soins aux jeunes patientes. À travers la pratique clinique et l'innovation numérique, comme la création de l'application WeThrive, elle s'efforce d'identifier les cas où les schémas menstruels peuvent signaler des problèmes de santé sous-jacents. Enfin, Alexandra Richard, de notre partenaire Vichy. Elle est responsable de la communication médicale chez Laboratoire Vichy, forte d'une formation en cosmétique, en chimie cosmétique, en marketing et en gestion. Elle contribue à l'innovation dermatologique et à la communication scientifique dans le cadre de l'initiative hormonale de Vichy. Son travail vise à améliorer la compréhension du grand public quant à la manière dont les changements hormonaux affectent la biologie de la peau et le bien-être général. Commençons donc notre discussion vitale. Si vous trouvez qu'il fait chaud aujourd'hui, oui, il s'agit d'une expérience immersive aujourd'hui. Bonjour, mesdames. Donc, première question. Pour Stella. Quel est le rôle des hormones dans le corps? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En termes simples, les hormones sont des messagers chimiques. Elles circulent dans le sang et indiquent aux organes et aux cellules ce qu'ils doivent faire. Elles régulent ainsi le métabolisme, la croissance, le stress, le sommeil, la reproduction, entre autres fonctions. C'est comme l'insuline qui contrôle, par exemple, le sucre. En fait, elles communiquent sur de longues distances. Les hormones, en général, sont un système de communication à distance. Et nous en avons besoin, car nous devons coordonner les fonctions du corps et maintenir l'équilibre interne. Cela n'est pas statique, c'est très dynamique. Nous avons besoin d'hormones tout au long de la journée pour tenir le coup. Et nous avons besoin d'hormones pour répondre à des stimuli, par exemple la faim, l'exercice, le stress. Le cortisol, par exemple, augmente le matin pour nous aider à nous réveiller, puis diminue le soir pour nous aider à dormir. Et nous avons également besoin d'hormones à différentes étapes de la vie. Donc, l'enfance, la puberté, l'âge adulte, la grossesse, la ménopause, le vieillissement.
En gros, les hormones sont nécessaires pour coordonner le fonctionnement de notre corps et pour réagir à certaines circonstances. Alex? Merci beaucoup. Je vais simplement reprendre ce que Stella a mentionné, à savoir que les hormones sont dynamiques. C'est le point essentiel et je pense que la principale conclusion à retenir est que chaque fois que nous testons les hormones, c'est comme un instantané qui nous donne une observation très brève de l'état des hormones. Tout au long de la vie, donc quand la puberté commence, on sait qu'il y a une augmentation de la sécrétion de ces hormones, principalement des hormones sexuelles comme l'estrogène, qui préparent le corps et commencent à ovuler. C'est le cas chez les jeunes filles, chez les adolescentes. Cela régule également la croissance et, en quelque sorte, la maturité reproductive. Si le cycle menstruel est régulier, nous savons que chaque mois, il y a un changement cyclique de ces hormones qui préparent le corps à l'ovulation, à une fertilité potentielle et à une grossesse. Puis, plus tard, à mesure que la fonction ovarienne diminue, nous savons que les hormones sexuelles baissent, ce qui peut se traduire chez les femmes par des symptômes de périménopause pouvant survenir bien avant. On dit souvent que les hormones sont comme un chef d'orchestre et que notre corps est cet orchestre. C'est leur rôle. Oui, c'est ça. C'est leur rôle. J'aimerais bien que les hommes aient ce genre d'orchestre. Super. Cette question s'adresse à Megan et encore une fois à Alex. Quand les gens disent que leurs hormones sont déréglées, que ressentent-ils généralement et qu'est-ce que cela veut dire émotionnellement et que le langage clinique oublie parfois? Je peux commencer, oui. Je pense, pour moi, eh bien, je travaille avec des patients pédiatriques, donc quand une adolescente me dit quelque chose comme ça, ce que j'entends, c'est sa façon de me dire que quelque chose ne tourne pas rond. Et je pense que les médecins, les professionnels de la santé ont du mal avec ce langage parce qu'on ne peut pas simplement chercher hormones déréglées dans ChatGPT, par exemple. On ne peut pas obtenir un diagnostic comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on étudie à l'école de médecine, ce n'est pas un paramètre mesuré dans les essais cliniques quand on examine les interventions pour gérer les menstruations et ce genre de choses. Quand la patiente dit cela, elle dit que ça ne va pas, qu'elle a besoin de notre aide et c'est une invitation ouverte à examiner ces symptômes de manière plus approfondie, à déterminer. Donc, c'est pour ça que je crois que la santé menstruelle est importante, qu'elle constitue un signe vital. Je pense que nous en reparlerons. Mais ce n'est pas parce que nous ne savons pas ce que cela signifie que nous ne devons pas continuer à chercher. C'est aussi parce que je suis si passionnée par l'utilisation des mesures des résultats rapportés par les patients dans la recherche, surtout les femmes, car nous nous appuyons si souvent sur des marqueurs de laboratoire ou des résultats d'imagerie. Mais pour des choses comme l'expérience des hormones, mes collègues endocrinologues en savent plus que moi dans ce domaine, mais ce n'est pas toujours la mesure du taux hormonal qui nous dit tout, c'est l'expérience de la patiente. Donc, je me fiche un peu de savoir quel est votre taux d'estrogène. Si vos règles sont douloureuses et que vous manquez de l'école, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit régler. Donc, quand j'entends cela, ça me fait penser qu'il y a un problème et que je dois aller voir ce qu'il en est. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Megan. Je pense que quand mes patientes me disent que leurs hormones sont déréglées, eh bien, elles ont des symptômes concrets. Il faut donc vérifier qu'elles présentent bien des symptômes et qu'elles ne savent pas ce qui les provoque. On peut utiliser cette description générale de hormones déréglées, mais ça décrit en réalité des symptômes concrets. Est-ce qu'il s'agit de changements d'humeur, de troubles du sommeil, etc.? La liste des symptômes peut être longue, mais l'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un symptôme réel que la patiente ressent et que nous devons ensuite examiner. Qu'il y ait ou non une anomalie hormonale, eh bien, c'est secondaire. Le problème que nous devons traiter, ce sont les symptômes de la patiente. Parfois, nous le faisons en procédant à des examens comme la vérification des taux hormonaux ou une imagerie médicale. Mais l'enjeu ici, c'est qu'il y a des symptômes qui doivent être pris en charge et validés. Merci à vous deux. C'est très éclairant. La question suivante s'adresse à Zeba et Alexandra.
Les transitions hormonales peuvent affecter l'humeur, le sommeil et l'énergie, la confiance en soi et l'identité. Parfois subtilement, mais parfois de façon spectaculaire. Comment reconnaître ces expériences sans pathologiser une physiologie normale? Mon travail, mes recherches se concentrent sur les expériences des jeunes face aux douleurs menstruelles. Et je pense que les douleurs menstruelles illustrent parfaitement cette tension dont vous parliez. Elles peuvent faire partie d'une physiologie normale, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne méritent pas d'être prises au sérieux. Et pour beaucoup de personnes qui ne souffrent d'aucune affection gynécologique sous-jacente, les douleurs menstruelles peuvent survenir juste avant le cycle menstruel normal ou les saignements menstruels réguliers, mais pour beaucoup de femmes, les douleurs menstruelles les empêchent d'aller à l'école, de mener leurs activités quotidiennes, etc. Donc, même si cela fait partie de la physiologie normale pour beaucoup de femmes, cela n'enlève rien au fait que c'est très perturbant. Et juste avant que vous n'interveniez, j'aimerais approfondir un peu ce point. En tant que mère d'une fille de 15 ans, eh bien, je suis aussi entraîneuse d'une équipe de rugby féminine junior. Est-ce que c'est moi ou est-ce que les douleurs menstruelles deviennent-elles plus fortes et fréquentes ou est-ce simplement qu'on en parle davantage ou quelle est votre opinion à ce sujet? Je dirais que c'est probablement une combinaison de tout cela. D'ailleurs, cela me rappelle qu'il existe un formidable groupe de recherche en Australie qui a conçu un outil appelé Period Impact and Pain Assessment Quiz, PIPA en abrégé. Et cela a été conçu spécialement pour que les jeunes puissent comprendre où se situe leur douleur menstruelle sur une échelle de 0 à 5. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que les douleurs menstruelles peuvent varier énormément et nous en voyons beaucoup plus parce que oui, les jeunes ont maintenant accès à beaucoup d'informations et à ces outils qui les aident à reconnaître que leurs douleurs menstruelles sont bien réelles et à se rendre compte qu'elles sont intenses. Donc oui, je crois qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs. Oui, je peux rebondir en disant que nous pouvons honorer cette transition en validant ce que vous mentionniez à propos des changements d'humeur, d'énergie, d'identité, en reconnaissant que ces changements sont bien réels. Et les femmes ont vraiment besoin de cette compréhension bienveillante et de pouvoir accepter cela comme une partie naturelle du parcours de vie afin de pouvoir accéder à des soins dont elles ont besoin pour traverser ces changements avec dignité et bienveillance. Un autre point est qu'il est très important de s'informer. Il faut donner aux femmes les moyens d'agir grâce à l'information pour qu'elles se sentent soutenues et accompagnées dans ces changements, mais pour qu'elles se sentent à l'aise d'en parler avec leurs amis, leurs familles, leurs collègues et bien sûr avec des professionnels de la santé au besoin. Et nous sommes très fiers d'avoir développé des modules éducatifs sur notre plateforme hormonal.com. Si cela vous intéresse, eh bien, cette plateforme se concentre sur 4 étapes hormonales de la vie, les règles, le postpartum, la ménopause et la puberté. Ces modules sont très complets et je mentionnais que pour se sentir à l'aise d'en parler à des amis, des collègues, la famille, eh bien, nous proposons aussi des guides de conversation, aussi pour les professionnels de la santé. Ça permet aux femmes d'être mieux préparées et de se sentir plus à l'aise pour aborder ces sujets. Absolument. Ma mère ne me parlait pas de ça quand j'étais petite. Donc, je suis reconnaissante pour des plateformes comme la vôtre qui permettent de sensibiliser, d'éduquer et de lancer le débat. Je pense que c'est une aide précieuse et que plus tôt les femmes ou les jeunes filles en prennent conscience, mieux c'est. Merci.
Donc, la question suivante s'adresse à Alex, au carré, je dirais. Au-delà de l'idée de déséquilibre, quel autre mythe concerne la santé hormonale, y compris les tests de contraception ou les tendances en matière d'équilibrage? Que voyez-vous dans votre travail? L'un des mythes est que les tests hormonaux nécessitent des panels hormonaux très complets. Comme nous l'avons mentionné, les hormones sont très dynamiques et des symptômes d'anomalie hormonale, c'est-à-dire une véritable pathologie, s'accompagnent généralement de signes spécifiques. Nous adaptons donc généralement nos tests en fonction de symptômes, de ce que ressent la patiente ou de ce que nous observons lors de l'examen. En effet, si nous effectuons ces tests généraux qui analysent toutes les hormones, eh bien, nous aurons davantage de problèmes car cela peut entraîner des tests inutiles et des résultats faussement positifs. En gros, ça revient à détecter des choses qui n'existent pas réellement ou un mauvais test au mauvais moment de la journée. Un autre mythe, qu'on voit souvent ces tests qui sont vendus en ligne, mais ils ne sont pas validés. Les dosages hormonaux que nous utilisons sont très spécifiques. Ils ont été testés à maintes reprises pour s'assurer de leur validité et de leur fiabilité. Mais dans les tests vendus en ligne, évidemment, bon, il y a un public pour ces offres, mais les dosages ne sont pas validés. Et les résultats erronés conduisent à nouveau à des examens inutiles et potentiellement à des traitements inutiles. Puis il y a un autre mythe que je voulais mentionner avant de passer le micro à Alex. C'est un mythe qui concerne la contraception. Nous avons vu des patientes qui ont lu en ligne que les pilules contraceptives provoqueraient des changements hormonaux permanents. Et ce n'est pas le cas. C'est un mythe. Les médicaments contraceptifs hormonaux, les hormones en général, nous les utilisons beaucoup pour de nombreuses raisons, notamment le syndrome des ovaires polykystiques. Les femmes qui ont des règles abondantes prennent la contraception pour réguler leur cycle. Ça agit de façon temporaire, ce qui signifie que lorsque la patiente prend le médicament, elle bénéficie des effets de ses hormones et lorsque le traitement est arrêté, cet effet disparaît. Donc, quel que soit le cycle ou les fluctuations hormonales avant de commencer la pilule, eh bien, ils reprendront peu après l'arrêt. Donc, c'est ce que je voulais aborder. Un mythe que je vois souvent sur mon site, c'est que les changements hormonaux ou les effets sur le cuir chevelu et la peau ne concernent que des moments hormonaux spécifiques de la vie, comme la puberté ou la ménopause. Mais en réalité, ces fluctuations affectent de façon continue les femmes tout au long de leur vie. Donc, à tout moment dans la vie, elles affectent la résilience de la barrière cutanée et la dynamique du cycle capillaire. Elles ont de nombreuses répercussions. Une étude internationale que nous avons menée auprès de 20 000 femmes a mis en évidence ce lien. 50% des femmes ayant un cycle menstruel irrégulier déclarent avoir la peau sensible. Une autre étude internationale, cette fois sur 17 000 femmes, souligne que 83% des femmes ayant un cycle menstruel irrégulier souffrent également d'au moins un trouble du cuir chevelu ou des cheveux. Donc, c'est une réalité très répandue qui doit vraiment être traitée avec des produits dermatologiques ciblés et fondés sur la science. Je ne savais pas que ça affectait la peau, les cheveux. Bon, j'en ai entendu parler, mais peut-être est-ce qu'on peut prouver ou non, mais on dit que les cheveux ont un cycle de 7 ans. Est-ce que c'est vrai? Oui, en général, oui. En ce qui concerne toutes les phases du cycle de vie. Et puis vos hormones peuvent aussi avoir un impact là-dessus, absolument. Vous savez, votre cuir chevelu est le prolongement de votre peau, donc c'est tout à fait logique. La question suivante est pour Megan. Merci encore. Les cliniciens décrivent de plus en plus le cycle menstruel comme un signe vital. Que peuvent révéler les schémas cycliques sur l'état de santé général et qu'est-ce qui est réellement considéré comme irrégulier? Quand faut-il prêter davantage attention ou consulter?
Oui, je peux parler des irrégularités du flux menstruel. Une grande partie de mon travail porte sur le dépistage précoce des saignements menstruels abondants et sur la façon dont nous pouvons mieux accompagner les filles et les femmes souffrant de troubles hémorragiques. Euh, je suis très enthousiaste quand j'apprends des choses sur les règles parce que ça peut m'en dire long sur l'état de santé général de la personne. J'adore en parler. L'une des principales questions que je me pose toujours, c'est de savoir si des règles abondantes sont le signe d'un trouble hémorragique. C'est mon rôle en tant qu'hématologue. Souvent, au cours des 2 premières années suivant la ménarche ou les premières règles, il est normal que les filles aient des flux plus abondants. Mais cela ne signifie pas qu'il est impossible qu'elles souffrent également d'un trouble hémorragique. En fait, c'est le cas dans environ 50% des cas. Même si elles ont des cycles ovulatoires au cours des 2 premières années suivant la ménarche, elles souffrent tout de même d'un trouble de la coagulation. Mais nous ne posons pas ce diagnostic dans la moitié des cas. En réalité, il faut en moyenne 12 ans à une femme pour qu'un trouble de la coagulation soit diagnostiqué à partir de la première année. C'est pourquoi, à travers mon travail et l'application WeThrive, je souhaite que toutes les adolescentes où qu'elles se trouvent puissent savoir dès leurs premières règles si le cycle est normal ou non. Et je ne veux pas qu'elles aient à compter sur des discussions avec leurs parents, non seulement parce que culturellement nous n'y sommes pas encore habitués, mais aussi parce que si elles font partie d'une famille où les troubles hémorragiques sont héréditaires, eh bien leur mère, leur tante, leur sœur vivent avec des saignements abondants sans même le savoir. J'essaie de briser ce cycle. Pour moi, avoir des règles abondantes signifie, par définition, plus de 80 millilitres par cycle. C'est inutile car on ne mesure pas le sang dans nos tampons. Mais ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'application WeThrive. J'espère que votre fille et l'équipe de foot la téléchargera. Et elles pourront répondre à un questionnaire sur la qualité de vie et l'expérience qui génère un score indiquant des segments menstruels abondants. Ce que je dis à mes patientes, c'est que si vos règles sont suffisamment abondantes pour vous faire manquer l'école, le sport ou les activités, vous devez consulter. Megan, pourquoi faut-il 12 ans pour obtenir un diagnostic? On n'écoute pas les femmes. On n'écoute pas les femmes. Surprise, n'est-ce pas? Et je pense qu'on doit faire mieux. Je pense que ça vient en grande partie d'une hésitation, surtout chez les adolescentes qui hésitent à parler de leurs règles, n'est-ce pas? Elles sont timides, c'est un sujet gênant. Donc, comment les rendre autonomes, leur donner accès à leur propre information de santé? Et peut-être que des outils comme l'application WeThrive y contribuera. Et aussi, comment opérer des changements culturels pour qu'il soit normal de parler des règles à l'école, au travail, à la maison ou ailleurs, je veux dire. Faisons partie du puzzle, c'est une question bien plus vaste. Donc, je pense qu'il faut normaliser les choses par rapport aux règles abondantes, aux règles douloureuses. Et la raison pour laquelle nous les considérons comme un signe vital, c'est parce qu'il y a beaucoup de coordination pour revenir au fonctionnement des hormones. Il faut beaucoup de coordination pour qu'un cycle se produise. Le cerveau doit communiquer avec les ovaires par le biais des hormones, puis les ovaires doivent développer l'ovule et le cycle se produit. Donc, l'ovulation doit avoir lieu. S'il y a un problème, par exemple s'il n'y a pas de signal au cerveau, ce qui peut provenir de certains troubles de glandes cérébrales comme l'hypophyse ou l'hypothalamus, ou si le corps subit un stress physiologique, par exemple une maladie chronique, un déséquilibre entre les calories absorbées et les calories dépensées, ce qui fait que le cerveau ne se sent pas très bien et ne souhaite pas consacrer d'énergie au cycle reproductif, les règles ne se produiront pas. Cela nous donne beaucoup d'informations sur l'état de santé général de la femme, selon que ses cycles sont réguliers ou irréguliers. En termes de régularité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dès qu'une adolescente ou une jeune adulte a dépassé les 2 ans depuis ses premières règles, son cycle devrait se situer entre 21 et 35 jours. Si les cycles s'écartent de cette fourchette, ce n'est pas normal. Et c'est l'autre point vraiment important à retenir, je pense. Des règles irrégulières, sauf en cas de grossesse, ce n'est jamais normal. Il faut en parler à son médecin de famille, au médecin traitant pour qu'il examine la situation. Il en va de même si les règles sont très abondantes ou très douloureuses. Encore une fois, il s'agit avant tout de valider l'expérience
l'expérience de la femme. Et s'il y a le moindre doute, si vous n'êtes plus sûr que ce soit normal, eh bien, il faut en discuter avec votre médecin. Des examens ou une discussion peuvent avoir lieu. C'est important que les femmes surveillent les changements. Disons, si entre 21 et 35 jours, mais qu'il y a un cycle de 21 jours, puis le suivant en compte 35, eh bien, je pense que ces changements doivent être surveillés et signalés aux professionnels de la santé. Donc, les saignements abondants et les douleurs menstruelles sont souvent minimisés ou considérés comme faisant simplement partie de la condition féminine. Quels sont les risques liés à cette attitude d'un point de vue médical et en termes de qualité de vie? Cette question s'adresse à Ziba et Megan. Je vais répondre en ce qui concerne les douleurs menstruelles. Nous savons toutes que les douleurs ne se limitent pas à de simples crampes. Elles s'accompagnent souvent de maux de tête, de nausées, de fatigue et d'autres symptômes, beaucoup d'autres. Nous parlions justement du fait que de nombreuses jeunes personnes, des adolescentes, disent ressentir de plus en plus de douleurs menstruelles. Et nous savons que l'adolescence est une période très difficile, un moment crucial pour le développement social, physique et scolaire. Donc, pour une jeune femme, si les douleurs menstruelles sont telles qu'elles l'empêchent de participer pleinement à sa vie quotidienne, eh bien, cela peut avoir des conséquences à long terme qui vont bien au-delà de l'adolescence. Et je veux aussi aborder l'aspect médical de la question. D'un point de vue médical, si une personne souffre de douleurs menstruelles sévères qui perturbent son fonctionnement quotidien et qui ne répondent pas aux médicaments en vente libre, eh bien, cela pourrait être le signe d'un problème beaucoup plus grave. Une affection courante est l'endométriose, où des cellules musculaires semblables à celles de l'utérus se développent lentement à l'extérieur de l'utérus et, à chaque cycle, provoquent une inflammation. C'est terrible et chronique. Donc, le discours dominant, c'est que les douleurs menstruelles et d'autres problèmes de santé féminine font partie de la vie, du passage à l'âge adulte, mais je pense que ça ne laisse pas aux femmes la possibilité d'explorer leurs options et de décider comment gérer ces problèmes. Et je pense qu'à bien des égards, cela les empêche de reconnaître ce qui est normal. Et par exemple, s'il y a une maladie sous-jacente, eh bien, je dirais que ce discours retarderait le diagnostic et possiblement le traitement qui existe. C'est exactement ce qui explique ce décalage de 12 ans. La raison pour laquelle il faut si longtemps pour obtenir un diagnostic du trouble de la coagulation. Des remarques comme ça, tu sais, « Ah, ça fait partie de la vie d'une fille. » Ben, en tant que patiente, on se dit, « OK, j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit que c'était normal. Bon, je suppose que je vais continuer à vivre comme ça. » Mais c'est vraiment dangereux. Et ce n'est pas seulement dangereux pour la qualité de vie, c'est dangereux pour la vie. Par exemple, 47% des adolescentes ont des saignements menstruels abondants ou en ont eu à un moment donné de leur vie. Parmi elles, 12% ont dû être admises en soins intensifs pour une réanimation. Donc, les saignements menstruels sont suffisamment importants pour nécessiter des soins intensifs. Vous voyez? La morbidité et la mortalité associées à ce fait sont énormes et on n'en parle jamais, n'est-ce pas? J'ai vu des filles arriver aux urgences qui saignaient depuis des semaines et qui ont été renvoyées à la maison. Je pense que c'est en partie pour cela que c'est si important et je suis très reconnaissante de pouvoir en parler comme aujourd'hui. Ça ne fait pas simplement partie de la condition féminine. Saigner et mettre sa vie en danger parce qu'on est une femme, non, ce n'est pas normal à aucun stade de la vie. Si un homme saignait comme cela, eh bien, on le verrait dans les journaux. Nous en serions au courant, n'est-ce pas? Bon, ça s'inscrit dans un changement culturel plus large.
D'un point de vue médical, nous constatons des répercussions terribles sur la santé. Beaucoup de filles ont des carences en fer, avec ou sans anémie, qui sont dues à des saignements menstruels abondants et doivent être traités par des suppléments de fer par voie orale ou intraveineuse. Et l'un des mythes que je peux dire à la patiente, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos règles tous les mois, ce n'est pas grave. Par exemple, nous pouvons utiliser de la contraception en continu et interrompre leurs règles pendant quelques mois. En tant qu'oncologue, je ne veux pas que mes patientes aient leurs règles pendant leur chimiothérapie. Elles risquent une baisse de taux de plaquettes, ce qui augmente le risque de saignement. Donc oui, j'interromps leurs règles à l'aide d'injections. Je supprime les règles. On peut être en bonne santé sans avoir ces règles, à condition que ça soit bien géré. Et l'impact sur la qualité de vie, je pense que nous avons tout exprimé aujourd'hui l'impact que cela peut avoir. Nous avons validé il y a quelques années un questionnaire qui comparait la qualité de vie des jeunes filles présentant ou non des saignements menstruels abondants. Et les données ont montré que celles qui ont des saignements menstruels abondants ont une qualité de vie inférieure par rapport à l'école, le sport ou la vie sociale. On le voit dans notre pratique, oui. Je suis dans ce poste depuis environ 1 an et demi et je suis tout simplement stupéfaite à chaque fois que je participe à un panel comme celui-ci, tout ce que j'apprends. Je n'avais aucune idée que les jeunes femmes se présentaient aux urgences à cause de saignements abondants liés aux règles. Je le sais maintenant. Je savais que c'était un facteur à l'approche de la périménopause et de la ménopause et wow, quel plaisir! Mais je n'avais aucune idée. Et c'est pour cela qu'on organise des événements comme celui d'aujourd'hui, parce que ces informations sont tellement précieuses et significatives. J'aimerais pouvoir passer 1 heure avec chacune d'entre vous pour parler de vos domaines respectifs. Parlant d'apprentissage, vous savez, l'autre chose que j'ai apprise au fil du temps dans le domaine de la santé des femmes, c'est que les femmes n'étaient pas régulièrement incluses dans les essais cliniques avant 1997. Donc, quand on pense à la recherche sur la santé des femmes, beaucoup de gens pensent simplement à la santé gynécologique, donc les règles, l'ovulation, ce genre de choses. Mais si l'on creuse un peu plus, la santé cardiovasculaire est en réalité le deuxième fardeau le plus lourd pour la santé des femmes au Canada en termes de mortalité, de qualité de vie et de ce qu'elles doivent gérer. Le cancer, numéro 1, je crois, après le cancer du sein, oui. Donc, il y a encore tant à apprendre sur les femmes et leur santé. Leur constitution biologique doit faire l'objet de recherches pour que nous puissions mieux comprendre non seulement notre santé, mais aussi notre qualité de vie et notre capacité à nous épanouir au quotidien. Donc, je vais poser la question suivante à Stella. Je vais commencer par vous. Nous savons que les événements marquants, tels que des cycles irréguliers, des complications pendant la grossesse ou une ménopause précoce, peuvent être associés à un risque cardiovasculaire ou métabolique à long terme. Comment considérer cette information sans s'alarmer? Quel est le lien hormonal dans ce cas? Excellente question. Nous savons que tous ces grands événements comme les cycles menstruels irréguliers, les complications de grossesse, en particulier la prééclampsie et la ménopause précoce, signalent un risque cardiovasculaire et cardiométabolique plus élevé à long terme. Qu'entendons-nous par cela? Un risque accru d'hypertension, de diabète, d'événements cardiovasculaires, de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. En fait, les femmes qui souffrent de prééclampsie sont 3 fois plus de risques de développer une hypertension ou un diabète au cours des 10 années suivantes. Donc, si on y réfléchit bien, même si elles ont 35 ans au moment de l'accouchement, à 45 ans, leur risque est triplé. En réalité, en ce qui concerne la gravité de la prééclampsie, eh bien, plus celle-ci est sévère, eh bien, plus le risque de développer ces troubles cardiométaboliques peuvent augmenter jusqu'à 10 fois. C'est donc vraiment frappant et malheureusement, nous n'en parlons pas. Et laissez-moi vous demander, quand est-ce que votre professionnel de la santé vous a demandé pour la dernière fois, s'il vous l'a demandé, si vous aviez souffert de prééclampsie durant votre grossesse? C'est méconnu chez les médecins
On n'en parle pas beaucoup entre médecins, mais nous savons maintenant, grâce à de nombreuses preuves, que la prééclampsie, la ménopause et la ménopause précoce sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires liés au sexe, tout comme bien sûr l'endométriose, la ménarche précoce et la ménarche tardive. Il y a donc beaucoup de choses dont nous devons discuter davantage, sans parler de la stigmatisation, et nous devons être ouverts à la discussion. Donc, pourquoi cela se produit-il? Ben, c'est parce que les hormones sexuelles régulent la reproduction, mais régulent également d'autres parties du corps, les vaisseaux sanguins, le cholestérol, la résistance à l'insuline, la santé osseuse, l'inflammation, la peau. Concrètement, et comme je l'ai dit, ces hormones agissent comme des chefs d'orchestre qui coordonnent les réactions de l'organisme. Donc, si leur taux fluctue de manière irrégulière ou s'ils chutent prématurément, eh bien, les systèmes sur lesquels elles agissent sont également affectés. Nous devons bien comprendre ce lien. Ce qui est important, cependant, c'est de ne pas s'alarmer. Nous devons être informés. Et donc, si nous en sommes conscientes, nous pouvons, en quelque sorte, agir plus rapidement et saisir des opportunités de soins éclairés. Il est essentiel que les femmes soient informées et proactives lorsqu'elles prennent conscience de cette situation. Elles doivent promouvoir les soins personnels, un mode de vie sain et un suivi régulier afin qu'elles puissent collaborer avec leur médecin, leur plan de soins ou leur plan de mode de vie. C'est extrêmement important, tant du point de vue des femmes que de celui des médecins, d'avoir des changements du mode de vie et des soins sur mesure. Merci. Je veux juste aborder le fait qu'on ne m'a jamais demandé si j'avais eu une prééclampsie. Jamais. Les gens en studio, levez la main. Combien d'entre vous se sont fait demander si elles avaient eu une prééclampsie? 0. Oh, une. Qu'est-ce que la prééclampsie? Oh, pardon. La prééclampsie, c'est une complication de la grossesse où les femmes ont tendance à avoir une hypertension artérielle. Aussi, soit des protéines dans l'urine, ce qui est une substance qui ne devrait pas s'y trouver, ou des lésions organiques. C'est donc extrêmement important pour ce que j'ai mentionné concernant le risque à long terme, mais en fait, il y a aussi beaucoup de risques à court terme. Cela peut entraîner un AVC, une crise cardiaque et même le décès. Et cela ne vaut pas seulement pour la mère, mais aussi pour le bébé. Environ 70 000 femmes et 500 000 enfants meurent chaque année dans le monde à cause de la prééclampsie. Et c'est un risque à court terme. Merci. OK, Alex. Pour faire écho à ce que disait Stella, il faut mettre l'accent sur la proactivité et les soins préventifs. Chez les jeunes femmes, on ne voit pas généralement de prééclampsie, mais il existe certaines conditions dans lesquelles une jeune femme peut développer une maladie cardiovasculaire précocement. La plupart des cas, c'est rare. Les femmes Mais c'est le moment d'apporter des changements qui peuvent réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires ou cardiométaboliques. Quand on parle de changements, par exemple, revoir son alimentation pour l'optimiser. Il n'y a pas de régime spécifique recommandé, mais l'accent est mis sur l'équilibre. Par exemple, équilibrer les glucides sains avec les protéines et les gras
sain. Il faut essayer d'intégrer de l'exercice physique dans nos vies bien remplies. Au moins 115 minutes, 150 minutes d'exercice cardio ou aérobique par semaine et 2 jours de musculation. C'est l'objectif. Tout ce que vous pouvez faire pour rester actif vaut mieux que rien. Pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire comme aller au gym ou suivre un cours particulier. L'objectif, c'est de commencer tôt dans la vie et d'intégrer cet exercice à votre vie, à votre mode de vie. Ces changements peuvent réduire le risque de développer une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2, qui constituent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires plus tard. Et encore une fois, du point de vue de la médecine, il s'agit d'un outil à chaque fois que la patiente vient nous consulter pour s'assurer que sa tension artérielle est normale, que son cholestérol a été contrôlé, que la glycémie est vérifiée. Donc, faire ce suivi optimisera la santé et réduira le risque de maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. Puis-je dire quelque chose à propos de la grossesse? On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est comme si les femmes étaient sous la loupe pendant leur grossesse. Les échographies, les tests, et une fois qu'elles ont accouché, tout le monde les oublie, y compris elles-mêmes. Bien sûr, c'est comme si tout tournait autour du bébé. Elles pourraient avoir de l'hypertension, le diabète, toutes sortes de problèmes, ne parviennent pas à perdre du poids, ne peuvent pas faire d'exercice, personne ne s'en soucie. Yeah, exactly. Les douleurs pelviennes, c'est comme si ça n'avait aucune importance, le manque de sommeil. Tout tourne autour du bébé. Puis, 10 ans plus tard, on se rend compte, ah, d'accord, maintenant j'ai un problème plus grave. Donc, le but n'est pas de s'alarmer, mais bien de le savoir, d'en prendre conscience et de prendre soin de soi, comme je le dis toujours. Comme l'avion, j'ai pris l'avion hier, il y avait un peu de turbulence, donc je me rappelle ce qu'ils ont dit. Vous devez mettre votre masque en premier. Prenez soin de vous avant d'aider les autres. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il faut s'aider soi-même en premier. C'est tellement vrai. Merci de l'avoir dit à voix haute. Ça me touche profondément compte tenu de l'expérience que j'ai vécue après mon accouchement. J'aimerais en discuter davantage avec vous autour d'un verre de vin. Bon, question suivante. À travers les différentes étapes de la vie, de l'adolescence à la quarantaine, comment peut-on faire la différence entre les changements hormonaux normaux et quelque chose qui nécessite une prise en charge médicale? Pour Stella et Alex. Comme nous l'avons mentionné, les hormones sont dynamiques. Elles changent tout au long de la journée, d'heure en heure, de minute en minute et bien sûr tout au long de la vie. Je pense que cela va faire écho à ce que nous avons mentionné plus tôt aujourd'hui. Tout ce dont vous n'êtes pas sûr doit être discuté avec votre médecin. Encore une fois, certaines choses peuvent être normales, mais vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, vous pouvez avoir des crampes menstruelles ou des saignements abondants qui sont soi-disant normaux, mais qui ne le sont pas en réalité et ça affecte votre qualité de vie. Des règles irrégulières, ce n'est pas normal. Vous pourriez présenter des symptômes de périménopause, même si vos cycles sont parfaitement réguliers, mais vous avez des bouffées de chaleur et vous ne dormez pas. Donc, encore une fois, même si c'est soi-disant normal, eh bien, ça ne vous semble pas normal parce que vous avez des symptômes invalidants qui vous empêchent de fonctionner normalement ou qui affectent votre qualité de vie. Donc, en quelque sorte, c'est le message que je voudrais vous transmettre. Si quelque chose ne tourne pas rond, si vous ne vous sentez pas bien, vous devriez en discuter avec votre médecin pour qu'il approfondisse la question et voit s'il existe des interventions possibles pour atténuer les symptômes. Je suis tout à fait d'accord. Les hormones changent indéniablement. C'est pourquoi ce n'est pas un instantané qui permet de savoir si vos hormones sont bonnes ou mauvaises. Il y a plus ou moins des changements prévisibles. Nous savons comment elles évoluent tout au long de votre cycle. Donc, vous avez de l'estrogène pendant la première moitié du cycle menstruel. Donc, disons que les estrogènes augmentent, puis la progestérone augmente dans la deuxième partie. On peut en quelque sorte prédire comment les changements se produisent et quels sont les symptômes qu'ils peuvent provoquer, comme des bouffées de chaleur à la ménopause, etc. Mais ce sont des changements plus graduels. Je pense que ce qu'il faut surveiller et prendre en compte, ce sont les changements soudains, les changements intenses qui persistent dans le temps et qui
perturbent le quotidien. C'est extrêmement important de les surveiller et de ne pas les ignorer. Par exemple, comme vous l'avez dit, si vos règles durent trop longtemps et elles étaient normales auparavant, ou si vous avez des segments entre les règles tout à coup ou des segments après la ménopause, ce sont des signes. Ou si vous avez de l'acné sévère, comme à l'adolescence, ça pourrait indiquer un syndrome des ovaires polykystiques. Il faut surveiller, porter attention sans nécessairement s'alarmer. Mais si quelque chose ne tourne pas rond, comme nous l'avons dit, ça ne semble pas normal, mieux vaut prévenir que guérir et consulter un médecin. Merci. Merci à vous deux. C'est ma partie préférée. C'est la série de questions rapides. Je vais donc vous donner une phrase chacune, une réponse courte. Oh, on me dit qu'il faut continuer. Donc, à quoi cela ressemblerait-il si nous considérions les hormones et leur lien avec la santé, et non pas comme quelque chose de mystérieux ou d'émotionnel, mais bien comme un élément fondamental de la santé de l'organisme tout au long de la vie? Qui commence? Je peux commencer. Je pense que nous verrions davantage de femmes s'épanouir, qu'il s'agisse de douleurs menstruelles, de saignements abondants ou de santé cardiaque. Eh bien, nous verrions des femmes qui n'ont plus à se battre aussi durement ni à militer aussi ardemment pour que leurs problèmes de santé soient pris au sérieux. Oui, pour en rajouter, je pense qu'il s'agit de comprendre que les hormones sont vraiment un élément fondamental de la santé, non un fardeau émotionnel, mais aussi pour se défendre elles-mêmes et reprendre le contrôle du récit de leur propre corps. Et célébrer ces moments et ces changements biologiques uniques qu'elles vivent, les vivre avec dignité, tout en donnant les moyens d'adopter des soins dermatologiques pour la peau et le cuir chevelu fondés sur la science et cette approche holistique au bien-être. Le Silk Yard. Oui, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que nous assisterions à un diagnostic et à un traitement plus précoce des problèmes de santé. Et je pense que donc, il y a deux côtés de médaille, le patient, le médecin, et je verrais cela comme le médecin qui reconnaît que les cycles menstruels doivent être pris en charge, qu'ils soient abondants ou irréguliers, et que ça ne prendra pas 12 ans à avoir le diagnostic de saignement abondant ou d'un syndrome de polykystique. Donc, c'est ce que je verrais. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous devrions traiter les hormones comme des infrastructures essentielles. Vous savez, ce ne sont pas... Qu'est-ce que vous aviez dit déjà? Des changements d'humeur? Oui, émotionnels, oui. Donc, nous devrions les traiter. Comme médecins, nous devrions les traiter comme nous traitons la tension artérielle, comme nous traitons le cholestérol. Donc, nous suivons, nous surveillons, nous observons les changements et nous agissons en conséquence. Ces changements et ces problèmes doivent être pris en compte et nous devons agir rapidement, mais aussi en fonction de la patiente. Les femmes. Nous devons surmonter la stigmatisation. En tant que société, nous avons une grande responsabilité. Commencer réellement à en parler. C'est normal d'être en ménopause. On peut être Jennifer Aniston et être ménopausée. Vous voyez, on peut quand même être une femme. En tant que médecin et patiente, en tant que femme, nous devons surmonter ces obstacles et en parler. Demander de l'aide quand on en a besoin. Absolument. Merci, mesdames. Excellente réflexion. Nous allons maintenant passer la parole au public en ligne ainsi qu'au public présent ici pour une séance de questions-réponses. Je vais passer mon micro et Daniel va s'en occuper. Oui.
quelqu'un dans la salle souhaite poser une question? Bonjour, je m'appelle Sherry. Merci pour cette initiative. Comme je l'ai dit, j'étais ravie de participer à cet événement. C'est le sujet dont mes amis et moi parlons tout le temps en ce moment. Je suis ravie d'être ici. J'ai appris tellement de choses et il m'en reste beaucoup à apprendre. Une des choses que j'ai remarquées quand j'ai assisté à des événements semblables à celui-ci, eh bien, c'est le sujet dont les célébrités parlent et autour duquel elles créent des entreprises. L'un des défis que nous avons toutes, je pense, pour s'y retrouver, il y a tellement d'informations, donc comment s'y prendre? Par exemple, en s'appuyant sur les ressources, nous pouvons faire confiance à ces ressources par rapport à tout le reste. Je me demande, existe-t-il des ressources de votre point de vue? Y a-t-il des éléments qui seraient vraiment utiles? J'en ai entendu parler aujourd'hui, mais y en a-t-il d'autres? J'aimerais en savoir plus. Est-ce que je peux parler? Une grande partie de mon travail, ma recherche de doctorat, consiste à co-concevoir des outils pour les jeunes afin que l'information soit présentée d'une manière qui trouve un écho auprès du jeune public. Donc, au cours de la dernière année, mon équipe de recherche et moi-même, nous avons réuni un groupe de jeunes de partout au pays pour concevoir un outil appelé periodpain.ca. L'objectif était, on voit, il y a tellement de désinformations qui circulent. Comment faire en sorte, parce que les jeunes recherchent des informations sur les douleurs menstruelles, donc comment les présenter d'une façon qui reflète vraiment leurs besoins et les mots qu'ils utilisent. J'adore mon travail, je suis passionnée par ce que je fais, donc je voulais intervenir pour en parler. Je suis tout à fait d'accord. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais nous avons aussi développé un programme, hormonal.com, et l'objectif de la plateforme est de fournir des informations accessibles et faciles à assimiler, fondées sur la science. Et c'est là toute la difficulté. C'est regroupé autour de 4 modules. La puberté, la ménopause, le postpartum ainsi que les règles. Il s'agit d'informations rassemblées pour s'assurer que les femmes se sentent informées, autonomisées par ces connaissances, mais aussi pour les rendre très accessibles. Voilà. Oui, j'allais commenter. Je pense que l'une des sources que vous pourriez consulter sont les grandes associations médicales. Par exemple, pour la santé reproductive, si ça concerne le syndrome des ovaires polykystiques, les nouvelles recommandations ont été publiées et il y a une application appelée Ask PCOS. C'est un outil validé qui contient des informations fondées sur des preuves. Excellent outil. Une application facile à utiliser. Pour la ménopause, il y a une autre application appelée Ask Menopause, développée par le même groupe. L'Université Monash, une université australienne, qui a été à l'origine des recommandations sur l'insuffisance ovarienne prématurée et la ménopause. C'est donc ces deux applications très simples pour téléphone cellulaire qui contiennent des données probantes. Mais si l'on se tourne vers des sociétés médicales comme la North American Menopause Society, elles disposent de nombreuses informations destinées aux patientes qui sont validées et étayées par des preuves. Tout à fait, bon point. J'ai moi-même été impliquée auprès d'Hypertension Canada et l'Association sur le diabète. Elle propose des informations destinées aux médecins, mais aussi aux patients. C'est une très bonne ressource que de se tourner vers les sociétés médicales et les informations qu'elles mettent à la disposition des patientes. Aujourd'hui, nous sommes très à l'écoute des besoins des patientes et nous sensibilisons davantage le public parce que quel que soit le métier que nous pratiquions, si notre domaine n'atteint pas les patientes ou les personnes, elles restent confinées à nos articles et à nos institutions. Donc, c'est très important de consulter ce site Web. Avant, c'était Dr. Google et maintenant, c'est Dr. ChatGPT. Non, évitez de les consulter, ils contiennent beaucoup trop d'informations erronées.
Et en fin de compte, si vous avez un doute, demandez toujours à votre professionnel de la santé ou à une personne en qui vous avez confiance. Absolument. J'ajouterais également, suivez nos chaînes. L'association représente 5 des principaux instituts de recherche du pays. Nous couvrons tous les aspects de la santé des femmes à toutes les étapes de la vie. Et pour celles d'entre vous qui êtes en ligne, s'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, sur lequel vous aimeriez en savoir plus, contactez-nous. Ça peut être une source d'inspiration pour de futures discussions essentielles et c'est pour cela que nous sommes ici. Daniel, question suivante. J'ai une bonne question de quelqu'un en ligne. Y a-t-il eu des études ou des recherches sur l'impact des hormones spécifiquement chez les femmes neurodivergentes? Ou est-ce que cette relation est plus nuancée? Les femmes neurodivergentes? Je prescris des hormones, que ce soit de jeunes femmes ou à des femmes en période de ménopause ou de transition, mais je n'ai pas connaissance de recherches spécifiques concernant des patientes neurodivergentes. Je ne sais pas si ce n'a pas encore été fait. Bonjour. Je travaille dans une entreprise, ça fait plaisir d'être ici. Certaines choses que vous avez dites, c'est qu'il faut... C'était si essentiel et comme vous l'avez dit, il faut écouter les femmes. Il faut comprendre que quand on dit que quelque chose ne tourne pas rond, eh bien, il faut en tenir compte. Par exemple, quand Amy a dit qu'il faut des années aux gens pour obtenir un diagnostic. Mais avec toutes les recherches dont vous venez de parler, toutes les ressources, les informations, les données cliniques dont nous disposons, pourquoi y a-t-il une telle réticence de la part des médecins à faire passer des tests aux femmes pour le syndrome polykystique ou l'endométriose? Ma première question. Pourquoi cette réticence à balayer leurs problèmes de revers de la main et pas simplement faire un test? Et constatez-vous des progrès en temps réel avec moins de personnes qui viennent vous voir pour vous dire qu'il leur a fallu 10 ans pour obtenir un diagnostic? Oui, je peux parler pour les femmes qui souffrent de saignements menstruels abondants dont le diagnostic a été retardé. Eh bien, la gêne ressentie par les médecins vient d'un manque de formation au niveau de la faculté de médecine, bien honnêtement. Pendant ma formation, je ne savais pas ce qu'étaient des règles normales. J'ai obtenu mon diplôme de médecine sans le savoir. Voilà. Donc, je suis retournée à l'école de médecine et j'ai dit, ce n'est pas suffisant de simplement demander comment se passent vos règles. Il y a des questions spécifiques qu'on doit poser et chercher des signaux d'alerte précis. Oui, il y a eu des progrès. J'ai remarqué que, par exemple, des questions plus détaillées sur les règles. Et je pense que c'est ce qu'on commence à voir. C'est la formation des professionnels en santé qui vous examinent. Et je peux ajouter, malheureusement, ce n'est pas toujours simple. Il n'existe pas de test simple pour des pathologies comme le syndrome polykystique. Les recommandations n'étaient pas très claires, ce qui pose un autre problème. Donc non, nous ne recevons pas de formation médicale, mais les recommandations n'étaient pas claires et nous ne disposions pas de données probantes. Donc, beaucoup de niveaux de complexité ici. Puis, les recommandations sont plus simples, ce qui facilite un peu le diagnostic, mais il y a beaucoup de zones d'ombre, ce qui crée une certaine complexité. En ce qui concerne l'endométriose, c'est encore plus difficile à diagnostiquer. Je ne suis pas gynécologue, mais encore une fois, il y a plusieurs niveaux et ce n'est pas simple. J'espère encore une fois que le temps nécessaire au diagnostic va se raccourcir. Et même si nous ne pouvons pas établir de diagnostic, il y a certaines choses que nous pouvons faire pour aider la patiente à gérer la situation et améliorer sa qualité de vie. Par exemple, même si je ne connais pas encore la cause des saignements, eh bien, je peux prendre en charge cet état. Par exemple, on peut dire, écoutez, je n'aurai pas de réponse à la fin de ce rendez-vous de 20 minutes, mais je peux vous aider pendant que nous cherchons à comprendre. Oui.
J'aimerais amener un autre point. Je suis tout à fait d'accord et il y a eu des progrès et les femmes nous aident davantage parce qu'elles surveillent davantage leurs symptômes. Mais un autre point de vue, c'est que je viens de Montréal et au Québec du moins, je ne sais pas dans les autres problèmes, mais nous avons une pénurie de médecins. C'est l'autre problème. Je ne sais pas si c'est probablement similaire dans les autres provinces, mais il y a des patientes qui ne peuvent tout simplement pas joindre leur médecin de famille, sans parler d'un spécialiste. Elles finissent parfois aux urgences parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'y aller plus tôt et de parler avec leur médecin. C'est un problème majeur, probablement dans d'autres provinces également. Une autre question d'une personne en ligne d'ordre général concerne la recherche de soins. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui n'est pas prise au sérieux par son médecin? Comment peut-elle communiquer et obtenir les soins dont elle a besoin? Oui, je peux commencer. Je pense qu'une chose que j'entends souvent, c'est de noter, documenter ses symptômes, tenir un journal des symptômes pour pouvoir les expliquer très clairement. Par exemple, à quel moment de votre cycle menstruel vous les ressentez? J'ai entendu dire que ça pouvait être utile, mais je suis curieuse d'entendre l'avis de mes collègues cliniciennes. Je peux aussi ajouter que j'ai mentionné plus tôt le guide de conversation que nous avons élaboré avec les médecins. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez mentionné. Tout repose sur la documentation des symptômes, par exemple, tenir un calendrier. Et vous pouvez dire à votre médecin avec ce calendrier, voilà, je vis ces symptômes depuis tant de mois, je vis cela, ça affecte ma qualité de vie. Le médecin pourra être plus réceptif et déterminer comment cela affecte votre quotidien et votre qualité de vie et vous aider à trouver des solutions. Oui, je pense qu'il faudrait changer de médecin. C'est très frustrant d'entendre cela. Ce n'est pas acceptable que quelqu'un signale ses symptômes, même si vous n'avez pas des dates précises, ben, ce n'est pas acceptable. Bonjour, merci. Je suis heureuse d'être ici. Je m'appelle Alex. Je travaille pour Help a Girl Out. L'une des choses que mon équipe et moi faisons, c'est d'animer des ateliers dans la communauté. Et ce que j'aime aujourd'hui de ce que j'entends, c'est que vous parlez des hormones tout au long de la vie. Souvent, on voit toute une génération, une famille. Ça peut être la fille, la grand-mère, une petite fille, et les générations ont des réactions différentes face aux règles, des stigmas et des tabous différents. Et je voulais vous demander, avez-vous des conseils pour faciliter ces conversations intergénérationnelles? Oui. Je pense, j'ai pris l'habitude d'interroger les adolescentes en privé, donc je vais simplement normaliser cela dans mon cabinet. Je dirais donc, lorsqu'un enfant atteint l'âge de 12 ans, je lui donne toujours l'occasion de me rencontrer seul à seul. J'utilise l'examen physique comme une sorte de porte d'entrée pour cela. Puis je pose certaines questions aux adolescentes, en tête à tête. Jusqu'à présent, cela a été plutôt bien accueilli et parfois elles peuvent s'ouvrir sur des sujets dont elles ne parleraient pas forcément à leurs parents ou à leurs grands-parents. C'est une stratégie que j'utilise. Excellente question. Oui, j'ai aussi un autre rôle en tant que fondatrice d'une organisation à but non lucratif et nous organisons des ateliers éducatifs très similaires sur l'éducation à la menstruation. Je comprends donc tout à fait ce que vous dites et j'ai constaté qu'une façon d'aborder ce sujet, ce sont des ateliers artistiques. Je me souviens, une de mes collègues a organisé un atelier sur la ménopause et toute une famille s'est présentée. Le père, le frère, le petit ami, tout le monde. Ils étaient tous là.
Et l'activité consistait essentiellement à confectionner une courte pointe tout en discutant de son parcours vers la ménopause. C'était réconfortant à voir et c'était une façon agréable et douce d'impliquer dans la conversation des personnes qui autrement ne se seraient peut-être pas senties à l'aise d'en parler. Je pense que cette discussion intergénérationnelle devrait être fortement encouragée, tout d'abord parce que nous pouvons apprendre de nos ancêtres et nous savons qu'il y a une histoire familiale qui nous suit, en particulier pour les jeunes enfants. Par exemple, l'âge de votre ménopause correspond à peu près à celui de votre mère. Donc, c'est très important. Tout est une question de stigmatisation et d'obstacles et nous devons les briser pour parler de toutes ces étapes car ça fait partie de la vie. Une autre question ici. Je vais attirer l'attention sur moi, c'est parti. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure que les règles commençaient plus tôt. La ménopause commence-t-elle aussi plus tôt? La ménopause survient vers 72, 70. Pardon, je veux dire 50. J'aimerais bien. 50 à 52 ans. Ça semble stable, à moins que vous n'ayez d'autres pathologies, mais ça semble assez stable. Pourquoi avons-nous une ménarche précoce? Excellente question. Les gens se la posent. Je dirais qu'il y a l'obésité, les facteurs métaboliques, ce genre de choses qui jouent un rôle. Mais aussi, si je peux me permettre, je pense qu'il y a beaucoup de stimulation sexuelle plus tôt dans la vie, ce qui pourrait déclencher les hormones beaucoup plus tôt. Donc, ce qu'on voit à la télévision, sur les écrans, dans les discussions ou, par exemple, les publicités à la télévision. À 7 heures, on voit des gens s'embrasser. Donc, je pense, désolé, mais c'est une réalité. Il y a plus de stimulation sexuelle qu'auparavant et c'est un facteur connu pour stimuler les hormones, c'est vrai. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être le seul homme dans cette salle. Merci pour... Oh, hormis mon collègue qui... Oui, l'équipe technique aussi. Bon. Mais je voudrais reformuler cette question en disant, bon, la ménopause, en réalité, c'est l'anniversaire des 12 mois sans règles. La ménopause est donc un événement d'une journée dans votre vie, je pense. Une question plus pertinente serait, la périménopause commence-t-elle de plus en plus tôt dans la vie des femmes? Et la réponse est oui. Et peut-être que vous voudriez aborder ce sujet. Oui, oui. Et ce qui est important, je ne sais pas si je devrais aborder le traitement hormonal, peut-être que si quelqu'un veut en savoir plus, oui, vas-y. Oui, parce que généralement, vous savez, on parle beaucoup du traitement hormonal. Il y a beaucoup de débats. Aujourd'hui, on sait que plus on commence près de la ménopause, et bien mieux c'est. Et le risque de maladie cardiovasculaire qui a fait l'objet d'une étude phare montrant que l'on augmente le risque cardiovasculaire si on prend des hormones après la ménopause, concernait en fait une prise plus tardive au cours de la ménopause, donc 10 ans plus tard, au moment où tous les dommages dans les artères sont déjà faits. Donc c'est très, très important de commencer tôt. Ce sont des études phares qui le démontrent, mais on ne peut jamais remplacer les hormones endogènes parce que les hormones endogènes agissent à un autre niveau. Les traitements oraux, par exemple, passent par le foie, ce qui augmente les facteurs de coagulation. On peut avoir des caillots, des AVC, etc. Ce n'est pas la même chose que les hormones endogènes. C'est pourquoi on parle beaucoup du timing. Comme je l'ai dit,
plus tôt c'est le mieux. Mieux vaut choisir la voie d'administration et la dose du traitement hormonal. Mais il est certain que votre système, au cours de ces 12 mois ou de la période qui précède, a déjà décliné. Vous ne retrouverez jamais l'état où vous étiez à 30 ans. Ça ne prolonge les effets néfastes. J'ai encore une question en ligne, puis je vais redonner la parole à Amy pour la conclusion. Si vous pouviez parler à vous-même quand vous étiez plus jeune, que lui diriez-vous? Oh, bonne question. Je lui dirais profite de la vie. N'aie pas peur de parler de tes règles avec tes amis. Elles veulent en parler aussi. Je pense que je lui dirais probablement de poser des questions parce que ça l'aiderait à explorer d'autres options qui pourraient être meilleures à long terme. Écoute ton corps. Prends soin de toi. Accorde-toi des moments de bien-être pour te sentir bien. Et s'il y a quelque chose qui affecte ta qualité de vie, demande conseil à des médecins ou à toute personne compétente en qui tu as confiance. C'est normal de vivre des changements hormonaux, des sautes d'humeur. On a toujours tendance à chercher les extrêmes, mais ce n'est pas forcément anormal de ne pas se sentir bien un jour ou de sentir que quelque chose ne va pas. Ce sont surtout des symptômes persistants qui sont importants. Alors, surveillez votre corps, écoutez-le, c'est certain. Et je dirais, pour faire la transition, eh bien, j'encouragerais la jeune fille de 9 ans que vous étiez à en parler avec vos amis. Normalisez cette conversation dès le plus jeune âge. Parlez-en à votre famille. Renseignez-vous sur vos antécédents familiaux. C'est exactement ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, parler de la santé des femmes, des jeunes femmes, de la santé des femmes à chaque âge et à chaque étape de la vie pour normaliser cette conversation, en parler davantage, en savoir davantage et transmettre ces informations. Sur ce, je veux remercier toutes nos intervenantes aujourd'hui d'avoir partagé vos connaissances et toute l'information avec les personnes présentes dans la salle et en ligne. Votre expertise est inestimable et nous vous remercions pour tout le travail que vous accomplissez afin d'aider les femmes à comprendre leur corps, leur parcours et ce qui les attend, afin que les générations futures en sachent davantage, soient plus conscientes et puissent être des participantes plus productives au sein de la société. Bien sûr, la santé et le bien-être contribuent à votre capacité à être productive, à être présente et à avoir une bonne qualité de vie. Et c'est vraiment important. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci à tous les gens en ligne. Notre prochaine conversation vitale aura lieu le 14 mai et portera sur l'impact économique de l'investissement dans la santé des femmes, le retour sur l'investissement et la manière dont vous pouvez réellement soutenir les femmes tout au long de leur parcours professionnel sur le marché du travail afin qu'elles puissent être au maximum de leur productivité et atteindre leur plein potentiel. Merci beaucoup à tous.